présent tuto, nous allons aborder l'utilité d'un contrat de mariage. Avant de parler de l'utilité d'un contrat de mariage, il faut parler du régime de base, le régime supplétif, c'est-à-dire le régime légal qui est la communauté réduite aux acquêts. Qu'est-ce qu'elle signifie, cette communauté réduite aux acquêts? Eh bien que les époux rentreront en communauté tous les biens que les époux acquièrent, c'est ça les acquêts, que les époux acquièrent pendant le mariage. Et ça, on ne peut pas faire autrement. Tout ce qu'ils achètent pendant le mariage devient un acquis de communauté et qui sera à partager soit au décès, soit malheureusement à l'occasion d'un divorce. Il peut y avoir des biens propres. Les biens propres, ce sont les biens soit qu'un époux possédait avant le mariage, soit des biens dont il a hérité, soit des biens qui lui ont été donnés. Ces biens restent propres. Ou alors qu'il a acquis grâce à des biens qui lui ont été donnés, sous condition d'avoir indiqué certains termes dans les actes d'acquisition. Les revenus des biens propres sont des biens communs. Pareil, on ne peut pas faire autrement. Ce qui signifie que si un des époux acquiert son outil de travail pendant le mariage, eh bien, il devient commun. Ça signifie aussi que si jamais il y avait un divorce, eh bien, il risque de perdre et son conjoint et son outil de travail, puisqu'il faudra le partager à cette occasion, et que si jamais il n'y a pas suffisamment de fonds pour pouvoir en payer la contrepartie, eh bien, il faudra le vendre. Premier aspect. Deuxième aspect, ce sont les dettes. Les dettes d'un époux deviennent des dettes de communauté pour la plupart. Ce qui fait qu'en cas de mauvaises affaires, eh bien, il y a de grands risques que le couple soit touché et non pas l'individu. De telle manière que, au cauchemar financier, risque de s'ajouter le cauchemar matrimonial. Il existe des parades. Parmi ces parades, eh bien, il y a le contrat de séparation de biens. C'est principalement le contrat que je vais évoquer ici. Le contrat de séparation de biens, il vise à dire que chacun des époux se comportera pendant le mariage exactement comme s'il n'était pas marié. Il signifie que les biens qu'il acquérera en son nom propre lui resteront personnels. Il signifie aussi que si jamais vous souhaitez acheter un bien à plusieurs, ou à deux, les deux époux, eh bien, vous pouvez le faire en graduant, éventuellement, disant il y en a un qui va mettre 25%, l'autre 75%, ou on se dit c'est la résidence principale, on met 50% chacun. Voilà. Premièrement. Donc ça permet à l'époux qui souhaite acheter son outil de travail de l'acheter à son nom personnel en contractant son propre emprunt. En ce qui concerne les dettes, eh bien, les dettes contractées par un époux restent ses dettes personnelles, sauf certaines dettes qui ont été contractées dans l'intérêt des époux ou pour l'éducation des enfants qui, elles, demeurent solidaires. Donc, l'intérêt de ce contrat de mariage, eh bien, c'est pour chacun des époux de garder une certaine autonomie d'investissement et une certaine autonomie aussi par rapport aux dettes que pourrait contracter son conjoint. Il me paraît tout à fait adapté dans une époque actuelle. Ce qui signifie que, en cas de divorce, eh bien, chacun pourra reprendre ses biens, et d'ailleurs, c'est même pas les reprendre, c'est-à-dire que conservera les biens qu'il a achetés en son nom personnel, de telle manière qu'il n'aura pas à les partager avec son conjoint. Ensuite, en ce qui concerne les dettes, comme je l'ai expliqué, eh bien, la plupart des dettes qui ne sont pas contractées pour l'éducation des enfants ou dans l'intérêt des époux communs, eh bien, elles resteront personnelles à l'époux qui les a contractées. Voilà. Ce régime me paraît réellement tout à fait adapté, notamment si les deux époux ne sont pas salariés et si l'un des époux souhaite créer sa propre activité.
Premièrement, parce que il faut qu'en cas de divorce, et on ne peut pas faire l'économie de cette notion à l'époque actuelle, ils puissent la conserver. Deuxièmement, parce qu'on sait que toute activité comporte des risques et que ces risques-là risquent de se propager au couple si jamais certaines précautions ne sont pas prises quant aux dettes qui ont été contractées. Voilà. Ce régime peut aussi être très adapté quand il y a des enfants d'une première union, de manière à bien cloisonner les patrimoines. D'autre part, ce régime de séparation de biens ne va pas conditionner les droits du conjoint survivant, qui, eux, seront établis en fonction des dispositions testamentaires ou d'une donation entre époux. Ce qui fait que le régime matrimonial ne régit que la vie des époux pendant leur mariage. En d'autres termes, on a deux éléments. Le premier qui est le contrat de mariage qui régit la vie des époux pendant le mariage et évidemment conditionne la manière dont va être réglé le divorce. Et un autre aspect qui est un aspect successoral et qui lui est réglé par des dispositions à cause de mort, testament ou donation entre époux, que prennent les époux en plus de leur contrat de mariage. Je vous invite donc à consulter votre notaire de manière à vérifier l'adéquation du contrat de mariage par rapport à votre situation. Ce contrat de mariage doit être fait avant le mariage. Il est beaucoup plus coûteux de changer de régime matrimonial après s'être marié, si jamais vous avez adopté le régime de la communauté réduite aux acquêts. Puisque dans ce cas, il faut faire un changement de régime matrimonial, premièrement, et deuxièmement, il faut partager les biens. Donc, il est important de réfléchir à cette question préalablement au mariage. Merci de m'avoir suivi, à très bientôt.